Pierre-Yves, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, je suis content de vous recevoir parce que vous n'allez pas employer la langue de bois. Vous venez pour tirer la sonnette d'alarme et pour dénoncer un scandale planétaire. Alors, on commence d'abord par le scandale. Qu'est-ce que c'est? Le scandale, c'est le déficit total d'information de la part des très grandes sociétés cotées, et je ne parle pas uniquement des sociétés cotées françaises, mais des sociétés cotées européennes et largement américaines aussi, sur l'étendue des dégâts que représente donc cette crise de santé en Chine, autrement dit le coronavirus. Alors, on a eu Apple tout de même. Alors Apple est en gros le premier à sortir, et sa force de frappe le protège probablement vis-à-vis de l'irritation que doit ressentir probablement l'autorité chinoise, puisque la seule lecture que l'on puisse faire de ce déficit d'information, c'est que les entreprises ne souhaitent pas communiquer sur quelque chose qui pourrait les mettre ensuite en difficulté. Vous voulez dire qu'elles ont la frousse? Évidemment, évidemment. Elles ne veulent pas se mettre en porte-à-faux vis-à-vis de Pékin. C'est le calcul qu'on fait, on n'en aura jamais la preuve, mais il est absolument scandaleux pour des sociétés aussi lourdes, totalement exposées à la Chine, nous ayant vanté du potentiel de croissance de ce pays, nous ayant vanté de leur capacité à gérer les problèmes sur place, de fermer en fait la communication depuis un bon mois maintenant sur ce qui est d'une évidence totale, un accident macroéconomique majeur sur 20% du PIB mondial. Donc vous voulez dire que les sociétés, puisqu'on va dire les choses franchement, mentent par omission à leurs actionnaires? Complètement, complètement. Et il y a un gros donc, sujet, puisque toutes les sociétés argumentent sur le fait qu'elles se sont inscrites dans une nécessité de respect de gouvernance, au-delà, au-dessus des autres lettres qui préoccupent le marché, que sont l'environnement et le social. Eh bien, sur le social, il y a probablement un vrai sujet en Chine, on le saura plus tard. Et sur la gouvernance, par contre, on les prend en défaut aujourd'hui, puisque, hormis Pernod Ricard, qui a fait un effort de mesure de ce que pouvait représenter cette crise, on ne peut voir que des grands absents, en tous les cas, dans le cas du CAC 40. Donc, à la date d'aujourd'hui, et nous sommes le 18 février, à l'heure où nous enregistrons, pour vous, on est en plein scandale. On est en plein scandale. De communication et d'information, finalement, du public. On oublie qui est actionnaire. On oublie qui est actionnaire. Alors ça, c'est pour le scandale. Du côté de l'inquiétude, puisque vous tirez la sonnette d'alarme, vous dites qu'il y a quelque chose qui ne va vraiment pas, à cause de la crise qui se déroule en ce moment en Chine. Absolument. Donc le point qui nous a paru évident dès la troisième semaine de janvier, c'est qu'évidemment le monde est totalement intégré et que la notion de chaîne d'approvisionnement allait arrêter les processus industriels pour un grand nombre de secteurs et probablement pour un grand nombre d'entreprises. C'était d'une évidence rare à la fin du mois de janvier. Et on a eu à ce moment-là, je crois de mémoire, qu'une seule entreprise peu exposée à la Chine qui en a parlé, c'était Fiat, enfin FCA. Depuis, les nouvelles s'accumulent sur les dysfonctionnements et l'incapacité effectivement de la Chine de se remettre en route industriellement. Donc il n'y a pas de communication d'entreprise, mais on voit bien que les choses sont au plus mal. Alors on peut citer quelques exemples de ces dysfonctionnements absolus. Un des plus saillants pour les marchés financiers, c'est tout simplement l'absence de livraison de matières premières à la Chine. C'est-à-dire que la Chine ne reçoit plus aujourd'hui de bateaux de gaz, de bateaux de pétrole ou de bateaux de minerais de fer. Alors, c'est en fait un énorme sujet, puisque la valeur unitaire de ces cargaisons est colossale. Elle ne trouve pas donc de marché en Chine. Les acheteurs chinois invoquent ce qu'on appelle la force majeure, donc pour se dédouaner de leurs responsabilités, probablement légitimement. Et ces bateaux donc sont là en attente. Que fait-on? Est-ce que ce bateau repart sur de longues semaines pour mettre sa cargaison dans un autre marché au risque d'effondrer le prix de ces matières premières, typiquement le gaz? Est-ce que ce bateau... Pour être concret, on ne va pas aller vendre du gaz sur le marché européen pour tirer des prix qui sont déjà plutôt très bas, orientés vers le sud. Donc là, on a un exemple typique d'un dysfonctionnement qui a un effet global. On peut citer aussi pour ces bateaux le fait qu'il y a de toute façon un problème d'équipage. Que fait-on d'un équipage qui est arrivé au terme de sa première étape de navigation? Doit-il aller au sol ou non? Comment fait-on pour l'approvisionner? Il semblerait qu'il y ait des difficultés quand même pour ceux qui restent en mer. Prenons un autre exemple absolument évident aujourd'hui et qui date de la semaine dernière, c'est l'incapacité de livrer les fameuses matières premières qui sont constitutives des bases de médicaments. Donc l'industrie pharmaceutique, à un degré ou à un autre, est probablement en tension.
il est symptomatique là aussi que ce soit une petite société indienne fabriquant des génériques qui a alerté la semaine dernière sur ces problèmes d'approvisionnement de matières essentielles pour la fabrication des médicaments. Oui, parce que là, je souligne ce que vous dites, c'est une chose qu'on passe relativement sous silence, c'est que la plupart des matières premières de l'industrie pharmaceutique proviennent de Chine. On dit 70-80%. Ce que soulève... l'industrie sait depuis tout le temps, mais ce sur quoi elle n'a pas communiqué dans le cas de cette crise. Non, mais ça soulève un certain nombre de questions, et d'ailleurs de tous ordres. Mais restons sur le plan économique et financier. Et alors, les exemples se multiplient. On a eu, dans un premier temps, une réaction un peu amusée et volontairement, je dirais... Goguenard sur, tiens, c'est une bonne nouvelle pour Alibaba, puisque les gens restent chez eux, donc se font livrer. Sauf que il n'y a pas de livreurs, puisque les livreurs sont des petits métiers. Ces petits métiers sont des gens qui sont des travailleurs migrants, et ces migrants sont restés chez eux. Donc on a bien, là aussi, une chaîne de valeur qui s'est complètement arrêtée. Et Alibaba, depuis quelques jours, dit effectivement que cette crise va lui coûter très cher. Alors on reviendra sur la question des travailleurs migrants, et quand on parle des travailleurs migrants, on parle des travailleurs migrants de Chine, qui sont internes à la Chine. Ce sont des travailleurs chinois qui se déplacent d'une région à une autre. Et ça, c'est un point très particulier, et je vais vous y faire revenir. Un autre exemple de perturbation, finalement, et de conséquences, enfin de cascade, d'effets dominos, et là, c'est un exemple qui prêtera peut-être à sourire, mais en fait, ce n'est pas si drôle, c'est celui des poulets. Exactement. Donc la Chine est un pays très développé, donc elle a industrialisé ses productions de viande. Donc on sait qu'il y a déjà une crise majeure due à la fièvre porcine africaine, c'est son nom, qui a donc limité le nombre de porcs disponibles. Et sur le poulet, on est en train d'être confronté à un problème invraisemblable, c'est qu'il n'y a pas d'alimentation possible de ces poulets en batterie. Donc les poulets sont liquidés. On va mettre de côté le problème d'hygiène que représente la liquidation de dizaines de millions, voire de centaines de millions de poulets. Et derrière, il se pose bien entendu un problème du prix de la viande en Chine, puisque c'est la deuxième catégorie de viande qui va se trouver être rare. Et donc, il y a vraiment, pour le gouvernement chinois, un problème désormais politique, c'est comment s'assurer que les prix se tiennent sur des matières aussi essentielles que l'alimentation. Alors, il y a le problème des prix, mais il y a aussi le problème pour toute une série d'activités du maintien de leur existence, puisque cette industrie du poulet, elle nourrit, si j'ose dire, un tas de filières. C'est exactement le sujet qui nous préoccupe. Au départ, on se dit, cette affaire-là, par la rupture d'activité qu'elle crée sur des petites affaires et des petits commerces, entraînera inévitablement des faillites à l'échelon local. Donc on se dit ce sont des petites faillites, sauf que la multiplication de ces petites faillites crée potentiellement une énorme tension, évidemment, sur le système financier. Il faudra revenir sur ce sujet-là. Et dans l'immédiat, il y a des métiers comme effectivement l'élevage. Quand on a liquidé une bête, il y a un cycle de reproduction derrière qui est assez lent à mettre en place. Donc on ne va pas retrouver une norme ou une normalité, avant plusieurs semaines dans le cas du poulet et avant plusieurs trimestres dans le cas du porc. Non, mais ça veut dire qu'on a des négociants qui font faillite, et on a des restaurateurs qui font faillite. Et on a des fournisseurs de ces industries-là qui font pas faillite, mais qui se trouvent quand même en difficulté. Donc toute l'industrie de l'alimentation pour bétail qu'on méconnaît, mais qui est quand même excessivement importante, notamment aussi pour les groupes de chimie. J'aimerais qu'on revienne sur la question des travailleurs migrants, parce qu'elle est cruciale, et c'est encore une fois une des choses qu'on passe relativement sous silence chez nous. Vous me disiez en préparant cette émission, c'est le secret le plus public de Chine, mais voilà. C'est un secret tout même. Enfin, c'est quelque chose sur quoi on ne s'appesantit pas, et pourtant c'est essentiel. Alors, ces travailleurs migrants, qu'on comprenne bien, ce sont des travailleurs qui viennent plutôt du monde rural pour venir dans les sites de production en zone urbaine. Absolument, qui sont plutôt sur des zones côtières, à part Wuhan. Donc effectivement, il y a à peu près 300 millions, le chiffre vaut d'être répété, 300 millions de travailleurs migrants en Chine, donc c'est à peu près un tiers de la force de travail. Ce sont plutôt des gens modestes, donc qui choisissent une fois par an de donner leur travail contre salaire dans des centres de production. Et la tradition veut que ces gens-là rentrent pour les fêtes du Nouvel An, qui sont les seules grandes périodes de congé dans le cadre des contrats de travail chinois. Quand ils ont quitté leur boulot, ils reviennent en principe dans les mêmes usines avec l'idée que leur contrat est renouvelé.
Sauf que là, ils sont partis, ils ne peuvent pas revenir, au sens où il n'y a pas de système de transport, puisque tous les systèmes de transport sont interrompus de façon plus ou moins nette. La deuxième chose, c'est que ces braves gens-là sont pauvres, donc en termes de protection sociale, ils sont plutôt mal couverts, et il serait malheureux pour eux d'être malades, puisqu'on voit très bien que les hôpitaux sont saturés, donc s'il fallait s'appuyer sur leurs propres ressources, ça serait une catastrophe. Et la troisième chose, c'est que les gens des grandes villes ne veulent plutôt pas les voir, puisque venant de zones pauvres, ils sont présumés plutôt porteurs de ceci ou de cela. Ils sont victimes d'un certain nombre de préjugés. D'ostracisme clair et simple. Et donc on arrive à une friction pour le modèle économique chinois, qui est que si ces travailleurs migrants ne retournent pas à leur poste, évidemment, la capacité de production semble devoir être limitée de 30%, pour faire un calcul tout simple. Oui, parce que la force de travail, c'est 900 millions de personnes. À peu près. Le deuxième chose, c'est que si ces gens ne sont pas bien reçus, quelles vont être leurs ressources? Comment le gouvernement central va-t-il accompagner les gouvernements régionaux pour s'assurer que ces gens-là, on ne les retrouve pas dans la rue avec tout ce qu'on peut imaginer comme conséquence? Et donc derrière ça, il y a du déficit budgétaire qu'il va falloir laisser filer, puisqu'il va bien falloir trouver des moyens de compensation pour ces gens les plus modestes. Ce qui nous amène à la tension financière. Oui. Parce que dans tout ce que vous dites, il y a un aspect qu'on n'a pas encore traité, ce sont les conséquences purement sur le système financier en lui-même. Oui. Or, il semble qu'aujourd'hui, les marchés ignorent ce risque, mais qu'il existe bel et bien. Alors, de notre point de vue, le plus grand risque, c'est évidemment un effondrement, d'une façon ou d'une autre, de la planète financière, version chinoise, et avec des effets d'entraînement sur le reste de la planète. Alors, pourquoi? Parce que de toute façon, la Chine est déjà très endettée, que ce soit en gouvernement central, en gouvernement régional, ou dans les entreprises, ou les particuliers porteurs de dettes hypothécaires. La Banque centrale avait déjà fait des efforts récemment pour accompagner les entreprises dans le cadre d'une croissance qui n'est plus à 6%, mais à 5, quelque chose. Donc on voit très bien la grande sensibilité du tissu industriel en Chine. Et donc là, il va bien falloir accompagner ce déficit de production qui va durer probablement au moins un trimestre, voire un peu plus, si on considère que la remontée ne se fait pas verticalement en un jour, mais probablement sur 1 ou 2 trimestres. Donc il est nécessaire de remettre de l'argent. Si parallèlement, un certain nombre d'acteurs ont peur et retirent leur épargne, et ils ont des raisons de le faire, puisqu'ils n'ont pas de ressources, on reparle des travailleurs migrants, on peut très bien avoir une forme de tension extrêmement rapide dans le système financier chinois, et on ne voit pas comment cette Chine, qui fait 20% du PIB mondial, si sa finance est en tension, n'aura pas d'effet domino sur Hong Kong, sur les banques qui sont installées à Hong Kong, et ainsi de suite sur le reste de la planète. Qu'on comprenne bien, on a des gens donc qui, parce qu'ils ne bénéficient pas de protection sociale, retirent leurs économies des banques. Oui. Donc on a un assèchement de la liquidité bancaire. Enfin, des dépôts, c'est pas la liquidité, des dépôts. Voilà. Il y a et plus les faillites. Plus les faillites. Donc tension extrême. Tension extrême. Sachant que beaucoup de gens sont investis à titre personnel dans l'équivalent de nos SICAV monétaires qui sont en fait gérés directement sur leur smartphone, avec des rémunérations plutôt attrayantes et qui depuis très longtemps interpellent le monde occidental sur comment sont-elles soutenables. Elles sont quand même un gros pari sur la survie des entreprises et la survie d'un certain nombre de collectivités locales qui payent des rémunérations très élevées dans les marchés monétaires. Toutes ces affaires-là, évidemment, qui sont déjà très tendues, si on a en plus un ralentissement de l'ordre de ce qu'on croit comprendre, on ne voit pas très bien comment ce système ne pourrait pas se casser la figure un petit peu comme un château de cartes. Alors, où il faut imprimer des ressources, et là on retombe sur effectivement la valeur de la devise, ce qui est une autre façon de transmettre au reste du monde le désarroi chinois face à cette affaire. Oui, et ça réveillera peut-être certaines tensions entre la Chine et les États-Unis. Inévitablement. Puisque si la Chine recourt à l'affaiblissement de sa monnaie pour exister, ça ne plaira pas forcément à l'oncle Sam. Alors certains se disent, finalement, tout ça est peut-être inquiétant, mais ça va repartir. Regardez, les autorités chinoises invitent finalement les entreprises à redémarrer. Et on a l'exemple de Foxconn. Oui, qui est assez intéressant, qui recroise l'argument sur les travailleurs migrants, puisque Foxconn a redémarré, puisqu'on a un Apple aujourd'hui qui signale qu'il y aura des problèmes de production. Donc on s'est intéressé au redémarrage de Foxconn, qui, il faut le rappeler, est un des principaux fabricants pour Apple.
Eh bien, ce Foxconn, qui a l'habitude d'avoir 8 de ses ouvriers dans une même chambre, probablement sur un système de rotation, comme dans les sous-marins. Oui, ce sont des dortoirs. Il fait dormir ses ouvriers sur place. Et il fait tourner, puisque c'est les 3-8. Voilà. Là, la réglementation chinoise est très claire. En tous les cas, l'autorité a été sans ambiguïté, qui est de dire non, on va éviter les problèmes de diffusion de la maladie. Et de promiscuité. De promiscuité, donc en ayant une personne par chambre. Donc Foxconn a effectivement redémarré, mais avec un 1/8 de sa capacité pour faire simple. Alors combien de temps faudra-t-il pour qu'il revienne au nominal? Je n'en sais rien. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a fallu qu'Apple parle pour que l'information sur Foxconn sorte. On est toujours sur des déficits d'information que je citais préalablement. Le scandale que vous évoquiez. Alors, Foxconn, en effet, c'est un exemple. Ce qui est intéressant aussi de citer, c'est toute la partie immobilière. Parce qu'on parlait des tensions financières possibles, mais avec la crise et le confinement de toute une partie de la population, on a un marché immobilier qui s'est arrêté. Ni plus ni moins. Or, une bonne partie des acteurs immobiliers sont considérablement endettés. Et oui, les affaires de promotion immobilière ne sont qu'une gigantesque spéculation en Chine. On le sait très très bien depuis de longues années. Ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est que il n'y ait pas eu d'accident. Ces entreprises ont été très largement accompagnées par le système bancaire pour des raisons politiques, puisque qui dit construction de logements dit emploi, hein, c'est aussi bête que ça. Mais il est clair qu'une des sociétés qui s'appelle Evergrande, qui a à peu près 100 milliards quand même de dettes, hein, ce sont des chiffres qui dépassent l'entendement. On est en dollars là. On est en dollars, heureusement. Donc ce Evergrande, pour autant qu'on ait pu le comprendre, doit faire tourner, reconstruire sa dette pour à peu près 50% de son montant vers le milieu de cette année. Donc ça paraît singulièrement compliqué, puisque évidemment la valeur des appartements ne baissera peut-être pas si on le souhaite, mais en tous les cas, il y a un vrai problème de portage de ces appartements qui sont en construction et qui ne seront donc pas vendus. Donc ça, c'est un problème évidemment pour le secteur immobilier, mais surtout pour le système financier, puisque là, on se demande comment on va résoudre cette question. Il y a un autre acteur majeur de l'économie dont on doit parler quand on parle de la Chine, c'est l'automobile. Eh oui. Parce que Wuhan, c'est tout de même le cœur de la production automobile. Oui. Or, là, on n'a pas de communication non plus tellement, je trouve, de la part de nos constructeurs. Non, les premières informations, on l'a dit tout à l'heure, sont venues via FCA Fiat. On a Nissan ensuite qui a communiqué parce qu'il est très très dépendant de la Chine pour une partie de ses productions. Donc, de façon intéressante, ils ont tout rapidement indiqué que même leurs usines à l'extérieur seraient affectées, mais il est clair que les usines locales, elles, sont à l'arrêt. Et ce qui pose un problème, ce n'est pas tant les grandes marques, c'est leurs fournisseurs. Et leurs fournisseurs, évidemment, sont très largement chinois. Et le problème, ce n'est pas de savoir si le moteur manque, c'est la petite pièce qui fait qu'on ne peut pas livrer le moteur. Et là, évidemment, tout le monde est dans le bleu le plus complet. On n'a aucune idée. Et si notre théorie du travailleur migrant s'applique, il est clair que les fournisseurs s'appuient plutôt sur les travailleurs migrants. S'ils ne sont pas là, il doit manquer dès aujourd'hui des pièces. Donc il y a un problème majeur pour une économie chinoise qui dépend quand même de l'automobile. Je rappelle, c'est à peu près 22 millions de voitures, quand même, la production automobile chinoise. Donc là, il y a un premier trimestre qui est en train d'être complètement perdu. Je crois que on s'attend à ce que les immatriculations baissent de 50% sur le mois de février. Donc elles seront probablement de zéro en mars s'il n'y a pas eu de livraison de voitures dans les magasins. Bon. Donc c'est un problème, et c'est aussi un problème pour l'industrie automobile mondiale. Oh bah évidemment, évidemment. On est bien d'accord. Et autre exemple d'effet en cascade, je reboucle sur ce que vous disiez sur les bateaux qui livraient du gaz, mais ça ne concerne... Alors vous parliez des prix évidemment, mais on a un certain nombre d'opérateurs, je parle des plus petits, qui vont devoir mettre la clé sous la porte si la situation perdure. Oui. Donc là on a bien un exemple d'effet domino. Ce qui est étonnant, c'est que le marché tienne. Oui, alors il y a une théorie qui, évidemment, a parcouru immédiatement les marchés depuis plus d'un mois maintenant, c'est que de toute façon, s'il y a un problème, les banques centrales interviendront. Oui, la fameuse morphine monétaire qui guérit tout. Enfin, et chacun sait qu'on ne se met jamais face à une banque centrale. C'est vrai. Donc ça vaut aux États-Unis, mais c'est une expérience qu'il reste à pratiquer sur le reste du monde. Oui, mais une banque centrale ne peut pas faire grand-chose contre l'arrêt de l'activité dû à un facteur exogène. Alors là, je partage cette opinion, mais on va voir effectivement si dans la réalité c'est possible. Ce qui est certain, c'est que dans les marchés financiers, la classe
fixed income, la classe taux d'intérêt, enfin produit de taux, pardon, elle est quand même très très réaliste. C'est-à-dire qu'on a vu sur la dette souveraine un effondrement des rendements, ce qui veut bien dire que les gens vont pour une partie se cacher dans ces actifs-là. Donc les taux allemands à 10 ans sont restés en gros à moins 40 points de base. On a vu la dette grecque à 10 ans passer sous les 1%, et même la dette composite euro, elle est plutôt repassée en dessous de zéro. Donc clairement, cette partie-là du marché est très inquiète. Pour les marchés actions, la théorie de la Banque centrale sert effectivement d'évacuateur du risque, avec un autre propos, c'est que de toute façon, les macroéconomistes ne disent rien. Et effectivement, les macroéconomistes ne disent rien parce qu'ils découvrent aujourd'hui un modèle nouveau qui est la dépendance de la planète à une Chine qui non seulement représente 20% du PIB, mais représente peut-être beaucoup plus des flux sur des chaînes de valeur essentielles. Et là, il n'y a pas de modèle. Donc on a cette... Mais c'est tout de même sidérant qu'on découvre ça aujourd'hui. Enfin, la Chine n'est pas la même aujourd'hui qu'elle ne l'était en 2003 au moment de la survenue du SRAS. Je suis d'accord. On devrait le savoir, mais on ne l'a pas acté dans nos... Enfin, en tous les cas, la collectivité des détenteurs d'actions ne souhaite pas acter un raisonnement granulaire au moment où on se parle. Donc l'intérêt de l'annonce d'Apple, c'est qu'il, comme c'est la boîte la plus respectable de la planète par sa capitalisation boursière, on peut imaginer que le message commence à percoler sur le fait que si Apple a un problème, d'autres boîtes plus modestes, de quelques centaines de milliards de capitalisation, ont aussi des problèmes. C'est un pari de notre part. Ce qui nous a beaucoup frappé dans les discussions avec des gens qui ont notre analyse sur les risques effectivement de type microéconomique qui se cumulent en un énorme risque macroéconomique, c'est qu'ils ne comprennent pas, en tant qu'observateurs de marché, d'où vient cet argent qui a porté les actions depuis le début de l'année, en gros entre janvier et mi-février, pour simplifier. Il n'y a pas d'explication claire sur... Les banques centrales ne suffisent pas à expliquer ça. Non, on peut faire l'hypothèse qu'il y avait une planification de re-exposition à la classe action à partir de 2020 suite à une très très bonne année 2019, le côté un peu suiveur de certains acteurs qui ont le temps, notamment des acteurs très longs comme les fonds de pension. Ça pourrait être une explication, mais le point intéressant, c'est donc ils ont déclenché des programmes d'achat d'actions. Mais donc on a des flux tellement considérables que l'argent se déverse. Et puis qu'il y a une inertie dans ces décisions-là. Mais ça nous laisse un peu perplexes et de façon générale, les gens n'ont pas de vision claire sur l'origine de cet argent. Ça, c'est tout de même intéressant parce que les gens dont vous parlez, pour parler clair, ce sont des gérants de hedge funds. Plutôt capables. Plutôt capables, et ce sont des gens qui sont très bien informés, notamment sur les flux d'argent, puisque ça permet de déterminer des stratégies. Absolument. Donc, autant les flux qu'ils soient dans le noir complet quant à l'origine de ces flux est une information en soi. C'est troublant. C'est ce qu'on pense aussi. Il y a autre chose qui est troublant quand on considère l'attitude, le comportement et voire l'indifférence du marché jusqu'à présent, à l'heure où nous enregistrons par rapport à tous ces événements. C'est qu'on a perdu, vous me le disiez, un tiers de la croissance anticipée des résultats sur 2020 au cours des 6 derniers mois. Oui. C'est-à-dire qu'on a révisé en baisse depuis 6 mois de moins 30% les attentes bénéficiaires. Oui. Or, ce rythme est considérable. Ce rythme, c'est un très gros chiffre. On peut les mettre en milliards. C'est une autre façon de dire les choses. L'année 2020 s'annonçait comme ayant une progression des résultats, de l'ordre de 100 milliards. On est désormais plus qu'à 60 milliards, les fameux 30% ou un peu plus maintenant. Donc ça veut dire qu'on est, avant même cette affaire de virus, sur une révision baissière, ce qui exprime l'idée que la croissance mondiale n'est pas de nature... avant la crise. Avant la crise. Et donc ça exprimait déjà l'idée que la croissance n'était pas de nature telle que l'on puisse avoir des résultats qui tiennent en termes d'anticipation. Donc nos analystes, mais les autres aussi, étaient partis il y a 6 mois sur un certain niveau d'espoir sur la croissance mondiale et l'effet donc que ça d'entraînement sur les résultats des entreprises. Cette croissance mondiale a été revue en baisse et les résultats anticipés par nos analystes ont été donc revus en baisse, comme on l'a dit, de 30% ou un peu plus sur les 6 derniers mois. C'est important parce que c'est beaucoup de milliards perdus avant le virus. Et ça, le marché n'en tient pas compte. Non, alors on reparle de l'anesthésie que crée l'argent pas cher, la Banque centrale, on peut appeler ça comme on veut. Et c'est vrai que le raisonnement à ce moment-là sur les valeurs immobilières est de dire ce qui m'importe, c'est simplement
finalement d'avoir ce titre avec l'idée que quelqu'un d'autre va l'acheter plus cher derrière moi, peu importe qu'il y ait une déficience structurelle dans le cycle de résultats, parce que tant que l'argent reste facile, j'aurai un acheteur de ma position. C'est comme ça qu'on a des bulles. Hein. Exactement. Une fois qu'on a dit tout ça, Pierre-Yves, le message, c'est évidemment d'inviter à la prudence les investisseurs. Évidemment. Évidemment. La protection, s'il doit y en avoir une, elle n'est probablement pas dans les valeurs de type cyclique, puisqu'on va bien devoir exprimer ce manque à produire, en quelque sorte, en Chine, avec les effets en domino qu'on a mesurés. Après, il y a des secteurs dont on sait qu'ils sont plutôt résilients, les fameuses valeurs de très très grande qualité. On aura cité 1000 fois Nestlé l'année dernière, on pourra peut-être le reciter cette année. Donc toutes ces valeurs de type défensive, probablement la pharmacie aussi. Et puis il y a un secteur qui pour l'instant navigue plutôt pas mal, paradoxalement, c'est la banque. La Banque européenne regarde l'Europe. Elle est probablement assez peu exposée en termes d'actifs vers la zone asiatique. On met pour l'instant de côté le risque d'un effet domino d'entraînement qu'aurait une crise financière en Chine. Mais cette banque européenne a l'air de vouloir, en termes relatifs, plutôt bien performer. Ce n'est pas très fondé en termes de séquence de résultats, mais elle a l'air de plutôt vouloir être résiliente, et c'est peut-être une forme de protection que cherchent certains investisseurs. Pierre-Yves, merci. À bientôt.